Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette haute activité virtuelle présentée par le Réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences. Je suis David Letki, conseiller aux relations avec les diplômés et j'aurai le grand bonheur d'animer ce rendez-vous virtuel qui a pour thème Relations humaines et amoureuses, impact de la pandémie dans nos vies. Comme vous le savez, la pandémie nous plonge dans une réalité de distanciation sociale, d'isolement et de confinement depuis 14 mois. L'absence de contact humain ou de moments de complicité transforme actuellement les relations humaines. Au lendemain de la présentation du plan de déconfinement par le gouvernement du Québec, plusieurs questions persistent. La crise sanitaire aura-t-elle des répercussions à long terme sur nos rapports interpersonnels? Nos relations amoureuses seront-elles redéfinies une fois la pandémie passée? C'est dans ce contexte que nous proposons la discussion d'aujourd'hui avec trois experts diplômés de l'Université de Montréal. Débutons nos échanges avec nos deux premières invitées. Tout d'abord, Dr. Christine Groux est psychologue, neuropsychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec depuis 2015. Elle pratique également en bureau privé depuis 1992. Titulaire d'un doctorat de l'Université du Québec à Montréal, d'une maîtrise en bioéthique de l'Université de Montréal et diplômée du département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, Dr. Groux a été chef de la discipline de psychologie à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Elle a également travaillé dans le milieu universitaire comme enseignante, conférencière, superviseur, chargée de formation clinique et membre du consortium d'internat de l'Université de Montréal. Elle siège aussi à titre d'éthicienne au comité de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Et en 2008, l'Ordre des psychologues du Québec lui a décerné le prix professionnel afin de reconnaître ses réalisations remarquables et sa contribution à la profession. Docteur Groux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. De son côté, Sarafina Metellus est étudiante au programme de doctorat en psychologie clinique de l'Université de Montréal et se spécialise dans le volet recherche et intervention. Ses champs d'intérêt de recherche s'articulent autour des diverses répercussions de l'utilisation des médias sociaux et des technologies numériques sur la vie conjugale des jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans. Sous la supervision de la docteure Marie-Ève Taspe, sa thèse examinera les enjeux suscités par la gestion de conflits par les technologies numériques, plus précisément chez les jeunes couples. Membre du laboratoire de recherche sur les interactions et la vie conjugale, Sarafina est récipiendaire de 2 bourses d'études supérieures, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Sarafina Metellus, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. Merci de l'invitation. Chers membres du public, vous êtes actuellement plus de 200 participants en ligne. Si vous avez une question pour nos invités d'aujourd'hui, nous vous demandons d'utiliser le bouton Q&R ou questions-réponses situé au bas de votre écran. Nous tenterons de répondre à un maximum de questions dans la deuxième partie de cette conférence avec nos trois invités. Sans plus tarder, débutons la discussion avec vous, Dr. Groux. Pour tout le monde, la pandémie est une période qui oblige une adaptation au changement et une forte résilience sur une très courte période de temps, mais aussi sur plusieurs mois. Docteur Groux, selon vous, quelles sont les répercussions de la crise sanitaire à l'échelle humaine à court, moyen et long terme? Grande question. Écoutez, on a tous vécu, il y a 14 mois maintenant, un état de stress aigu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'on a dû s'adapter à quelque chose de très nouveau, de très soudain et de très méconnu sur lequel on n'avait pas de contrôle très rapidement. Ça nous a demandé énormément d'adaptation et on a eu un répit très court cet été qui a été partiel et par la suite, on est replongé dans une deuxième vague qu'on avait tenté d'éviter, puis ensuite dans une troisième vague. Alors, évidemment, c'est pas sans répercussion, ça, sur l'état psychologique des gens.
Les gens sont devenus plus anxieux, c'est tout à fait normal, ont développé certains sentiments de découragement à certains moments, certains éléments de déprime, ce qui était aussi tout à fait normal. Au fil du temps, on développé un petit peu un manque de motivation, des fois des sentiments de manque de concentration, mais ça a aussi occasionné certaines tensions, donc des tensions d'éloignement ou des tensions de proximité. Et ça, c'est tout à fait normal parce que on était dans un contexte où la charge émotionnelle était élevée, puis élevée de façon chronique sur un canevas de fatigue psychologique. Et ça fait en sorte que nos capacités d'autorégulation de nos émotions étaient un peu effritées. Alors, ça donnait un terreau un peu fertile aux explosions, au mouvement d'impatience, à l'intolérance, à certaines radicalisations des idées, mais en même temps, ça a permis aussi de faire appel à la résilience. Ça a permis aussi une réflexion sur les personnes qui comptent pour nous, pour qui nous comptons, et qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Donc, qu'est-ce que je développe aussi au niveau des relations, qu'est-ce que je développe comme créativité pour maintenir les relations. Parce qu'être confiné, c'était pas nécessairement synonyme d'être isolé, c'était important de ne pas l'être. Alors, donc, voilà. Après plus d'un an de confinement, plusieurs vagues avec des mesures variables, comme vous l'avez dit, et maintes rencontres virtuelles de toutes sortes, nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre un sentiment de fatigue après ces séances en ligne, un phénomène que plusieurs médias baptisent la fatigue Zoom. Dr. Groulx, comment expliquez-vous cet épuisement et quels sont vos conseils pour surmonter cette fatigue mentale? Nous, ce qu'on s'est dit à l'Ordre des psychologues, et j'ai un collègue qui a appelé ça, on est tous devenus des zombies, en fait. Donc, et la fatigue s'explique par plusieurs éléments. Premièrement, il y a l'espèce de stimulation neurologique d'être toujours devant un écran, effectivement, mais il y a aussi l'absence de zone tampon qu'on avait tous, c'est-à-dire que en finissant le travail ou même entre deux réunions, il y a quand même un déplacement, il y a un mouvement physique, il y a quand même des fois des interactions un petit peu plus légères, il y a un café qu'on se prend au passage. Alors souvent, en Zoom, les réunions s'enchaînent, mais sans cet espace tampon. Et si les personnes ne l'ont pas recréé dans leur environnement, en se laissant un espace entre les réunions et surtout en ayant un espace à la fin du travail où on peut vraiment couper puis faire autre chose, ben ça a pu occasionner une fatigue importante. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y avait peut-être une idéalisation du virtuel et du télétravail. Puis je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens disent c'est bien, ça nous a permis de développer, de découvrir des modalités à la vitesse grand V, mais tout le temps, 100% du temps, c'est effectivement fatigant. Et il y a quand même une portion qu'on perd. Alors, on manque de contacts réels et les contacts virtuels ne déclenchent probablement pas les mêmes hormones du bonheur dans le cerveau, c'est-à-dire qui sont la sérotonine et l'ocytocine, donc qui sont déclenchés par les contacts physiques, les contacts humains, les poignées de main, la proximité physique. Justement, on va parler de notre état émotionnel, que l'on soit adolescent, gestionnaire, parent, aîné, en couple ou célibataire. Nous avons tous des symptômes communs, mais nous sommes souvent incapables de nommer cet état émotionnel dans lequel nous baignons. Selon des récents articles publiés dans le New York Times et la presse, ce sentiment de stagnation et de vide serait la langueur. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, Dr. Groulx? La première chose que je dirais, c'est que d'abord, les gens varient beaucoup dans les symptômes psychologiques qu'ils vont manifester et tout le monde n'éprouve pas un sentiment de langueur. Il y en a pour qui c'est plus des éléments dépressifs, plus des éléments anxieux. Mais beaucoup de gens ne sont pas ni cliniquement anxieux, ni cliniquement déprimés, ou en tout cas, ça ne leur cause pas de dysfonctionnement. Et il y a quelque temps, effectivement, on s'est mis à parler du phénomène de langueur, qui n'est pas un concept en psychopathologie, c'est pas un concept psychologique non plus, mais c'est un concept qui a été développé par un psychologue qui était aussi sociologue, qui s'appelle
Corey Keyes, en 2010. Et lui, en fait, il a défini le bien-être psychologique et la santé mentale selon deux pôles, c'est-à-dire soit on se développe, on s'accomplit, soit on se languit. Et quand on éprouve une langueur, ça a été repris effectivement dans le New York Times par Adam Grant. On se sent pas optimal, on a de la difficulté à s'engager dans des activités, on se sent un peu abattu physiquement et moralement, on cherche notre énergie, on a un sentiment de stagnation, de vide. Et quand les gens posent la question « Comment ça va? », la réponse c'est « Bof ». C'est comme s'il y avait rien à dire. On se sent pas vraiment mal, mais on se sent pas vraiment bien. En fait, on se sent pas vraiment finalement. Et il y a une espèce de vide qui pourrait peut-être s'apparenter, si on creusait un peu, à un état de vide existentiel, mais qui fait référence quand même à d'autres éléments. Alors, et beaucoup de gens ont éprouvé ce sentiment-là. Tout à fait. Donc, mettre des mots sur ces émotions-là, c'est important. Dr. Groulx, nous reviendrons un peu plus tard sur les impacts psychologiques de la pandémie, notamment sur la santé mentale de la population québécoise. Je me tourne désormais vers Sarafina pour ma prochaine question. Sarafina, vos recherches actuelles se concentrent sur les enjeux suscités par l'utilisation des médias sociaux et de la technologie sur les rapports amoureux. Outre la fatigue Zoom dont nous venons de parler avec Dr. Groulx, force est de constater que le virtuel ne parvient pas à égaler la présence humaine. Pourquoi les interactions en format virtuel peuvent être, pour certaines personnes, peu satisfaisantes? Oui, donc en effet, le virtuel n'arrive pas à égaler la présence humaine, mais nous offre des interactions interpersonnelles qui vont différer de nos contacts en face à face. Donc, pour certains, ces interactions-là peuvent être moins satisfaisantes. Donc, il va exister des différences individuelles à ce niveau-là. Durant la pandémie, on a utilisé une vaste gamme là, de technologies, entre autres Zoom, les téléphones intelligents et les médias sociaux, qui varient dans leur fonctionnalité. Par exemple, Zoom nous a permis d'avoir un visuel avec les autres et a été une des plateformes de prédilection, en fait, là, pour l'école à distance, entre autres, puis les réunions de travail, alors que les applications comme Facebook ou Instagram nous permettent d'avoir plus un aperçu de la vie quotidienne de nos proches. Mais cependant, on est quand même des êtres sociaux. Donc, pour la plupart, on est habitué là, à avoir des interactions qui vont pas s'effectuer constamment via un écran, bien que les technologies aient certains avantages. Donc, nos interactions peuvent être moins satisfaisantes en ligne sur 2 points. Donc, tout d'abord, ce qui ressort dans les études, c'est que nos interactions en ligne sont appauvries par le manque d'indices du non-verbal et de contact physique. Les expressions du visage de nos interlocuteurs sont un peu moins bien perçues. Donc, on parle par exemple des petits carrés sur Zoom qui ne nous donnent pas la même qualité des indices du non-verbal qu'en face à face. Également, le côté physique va manquer certainement lorsque ces technologies sont utilisées, par exemple, le toucher, les câlins. Puis par ailleurs, les indicateurs qui vont nous signaler le niveau d'approbation d'autrui vont manquer aussi sur les technologies. Si je prends un exemple concret, donc aujourd'hui, durant cette présentation-là, durant cette conférence, je suis pas en mesure de voir l'audience, alors que dans un contexte sans la pandémie, je verrais les signaux de l'audience qui m'indiquent si mes propos les interpellent ou pas. Donc, bref, via le numérique, les micro-indices avec lesquels on est habitué là, à détecter puis qui nous signalent des informations importantes sur les autres vont être réduits. Puis aussi, la complexité de nos émotions et de nos interactions là, en numérique sont un peu diluées. Puis un second point, c'est aussi le fait que durant la pandémie, on a manqué un certain équilibre. Donc, pour plusieurs, durant la pandémie, tout se faisait via les technologies. Donc, le travail, les discussions avec les amis, avec son partenaire amoureux, les rencontres familiales, les études, puis même certaines cérémonies importantes, là, comme les soutenances de thèse, puis des conférences, des cérémonies funéraires qui ont été faites virtuellement aussi. Donc, avant, on partageait un équilibre là, entre le face-à-face puis le numérique, mais avec la pandémie, cet équilibre-là s'est un peu perdu, ce qui en fait en sorte que il y a eu un épuisement puis une satisfaction moindre pour certaines personnes. Tout à fait. Et si on pense à tous ceux qui sont célibataires en ce moment, Tinder, Bumble, Happn, Réseau Contact, rencontres sportives, ce n'est pas les options d'application ou de sites de rencontres qui manquent. Le groupe Match, à qui appartient entre autres Tinder,
Hinge, OkCupid et Plenty of Fish a d'ailleurs vu le nombre de ses abonnés bondir de plus d'1 million de personnes dans le monde en 2020. La pandémie change les règles et les contextes de séduction alors que les possibilités d'activité à deux demeurent limitées. Sarafina, selon les études issues de votre laboratoire de recherche, que se passe-t-il véritablement avec les célibataires d'aujourd'hui? Trouvent-ils leur bonheur en ligne? Oui, ben, c'est une belle question. Ben, c'est sûr que durant la pandémie, plusieurs individus ont téléchargé des applications de rencontres pour des raisons variées, en fait. Donc, certains pour briser l'isolement et parler avec des gens avec lesquels ils avaient des intérêts communs, puis d'autres pour trouver un partenaire amoureux. Donc, d'ailleurs, ces applications-là se sont également mobilisées pour faciliter les interactions, puis aussi renforcer le respect des règles sanitaires. Par exemple, je pense à Tinder qui a ajouté la fonctionnalité de vidéo chat pour permettre aux gens d'avoir un contact virtuel. Puis Bumble qui a créé un guide pour permettre des rencontres tout en respectant les mesures sanitaires, notamment avec l'ajout de critères où les gens peuvent choisir sur quelle base là, ils étaient prêts à se rencontrer à l'extérieur. Donc, les gens sur leur profil pouvaient indiquer s'ils sont prêts à rencontrer quelqu'un à l'extérieur en respectant bien sûr la distanciation physique ou à l'extérieur en respectant la distanciation physique, mais aussi avec le port du masque. Donc, dans ce contexte-là, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont développé des relations amoureuses ou tout simplement des relations là avec autrui à travers les applications de rencontres. Puis c'est quand même un atout que ces applications existaient avant la pandémie parce que la pandémie, c'est un contexte où il a fallu maintenir puis aussi de développer des relations à distance. Puis les applications de rencontres sont devenues un médium important pour ces relations interpersonnelles, notamment avec des avantages comme le fait que ces applications sont souvent, pour la plupart des applications en ligne qui sont accessibles via un téléphone intelligent, qui ont pas un coût pour certains, puis qui permet le pairage entre des individus selon des intérêts communs à travers des algorithmes précis. Donc oui, les gens peuvent trouver l'amour en ligne. En fait, bien avant la pandémie, ce que les études démontrent, c'est que c'est possible de se trouver un partenaire amoureux via les applications de rencontres et de développer des relations amoureuses. Avec l'arrivée du printemps et aussi avec un plan de déconfinement, il y aura certainement plusieurs célibataires qui seront heureux de se revoir ou de faire des rencontres supplémentaires. J'ai désormais une question pour nos deux invités. Les confinements et les restrictions mises en place à l'échelle mondiale ont drastiquement réduit nos interactions sociales. Selon des chercheurs du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, un tel isolement social déclenche dans le cerveau le même effet qu'une privation de nourriture. Pour les créatures plutôt sociales que nous sommes, nous avons été privés de chaleur humaine pendant une longue période. Sarafina, quelles sont les répercussions sur la santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes et comment l'isolement affecte-t-il ces tranches d'âge de la population en ce moment? Oui, tout d'abord, ce qui ressort dans les études, c'est que les impacts sur la santé mentale et le bien-être en général vont varier selon plusieurs facteurs individuels comme l'âge, le statut socio-économique et le soutien social perçu parmi d'autres facteurs. Alors que les impacts de la pandémie ont été beaucoup plus délétères pour certains, mais pour d'autres qui possédaient certains facteurs de protection, les impacts ont été amoindris. Pour les groupes d'âge mentionnés, ils sont souvent dans une période de développement ou de formation identitaire assez importante. Donc, lorsqu'on considère, par exemple, les enfants qui vont socialiser avec leur groupe de pairs à travers le jeu, c'est quand même important pour leur développement. Puis aussi, ça favorise un bon développement social et académique. Puis pour l'adolescent, il s'agit d'une période clé où ils vont investir leurs amis, leur groupe de pairs, puis moins investir, par exemple, le milieu familial. Donc, ils vont beaucoup s'individualiser. Les jeunes adultes aussi sont dans une période importante où ils vont investir d'autres sphères, par exemple les relations amoureuses, les études et le travail. Mais force est de constater, c'est que la pandémie a un peu freiné ceci. Donc, les jeunes qui ont besoin d'une routine ont perdu aussi cette routine avec la fermeture des écoles durant la première vague.
Donc, au niveau de la santé mentale, de façon générale, on a vu une augmentation du niveau de stress, de l'anxiété, des perturbations au niveau du sommeil, des perturbations émotionnelles et aussi comportementales. Puis une étude a aussi démontré que, ben, il y a eu une augmentation du sentiment de solitude assez marqué chez les jeunes adultes. Donc, un côté positif pour conclure, c'est quand même, il y a eu certains facteurs de protection, comme par exemple l'ouverture des écoles là, pour les jeunes. C'est sûr que les modalités ont varié, mais certainement, ça a pu atténuer les impacts sur la santé mentale. Vous parlez justement d'émotions, de solitude. Je me tourne vers Dr. Groux. Pouvez-vous nous expliquer les impacts sur la santé mentale des adultes, des parents et même de nos aînés? Oui, tout à fait. Ben, écoutez, on a fait deux choses, nous, tard à l'automne, en fait. Donc, lors de la deuxième vague, on a fait une revue de la littérature qui portait sur les impacts de la pandémie sur la santé mentale. Puis, on a posé la question aux psychologues qui travaillaient autant en cabinet privé qu'en milieu hospitalier. Et les résultats convergeaient, c'est-à-dire que ce qu'on constatait, c'est effectivement au premier chef augmentation de l'anxiété, ce qui était tout à fait anticipable. Et ensuite, les éléments dépressifs, l'irritabilité, les difficultés d'attention, concentration, difficultés d'autorégulation, de sommeil. Donc, puis les tensions familiales, évidemment, on a vu beaucoup plus de demandes en situation urgente, si vous voulez. Et ça semble perdurer. Au niveau de la santé mentale adulte, c'est sûr qu'il y a eu une surcharge mentale, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas nécessairement le réflexe de reviser leurs objectifs, autant leurs objectifs personnels, familiaux que leurs objectifs de travail, dans un contexte où il fallait s'adapter à une façon tout à fait autre de fonctionner. Il fallait revoir aussi les idéaux qu'on avait, puis il fallait trouver des façons de garder une hygiène de vie puis de gérer l'anxiété. Les éléments les plus importants, c'est la distinction qu'il fallait faire entre la situation sur laquelle on n'avait aucun contrôle et ce sur quoi on pouvait avoir du contrôle. Et il fallait exercer le contrôle là où on en avait. C'est toujours le cas d'ailleurs dans une situation anxiogène. Puis l'autre élément, c'est d'être bien conscient de la charge émotive, de reviser les objectifs et de rester ouvert aux autres, parce que pour les parents, pour les adultes, une des choses qui était difficile, c'est justement la gestion des tensions familiales avec les enfants et adolescents, dont ils se sentaient responsables et pour lesquels parfois le contrôle parental pouvait être difficile à imposer, notamment au regard de la socialisation et du fait de voir les amis. Pour les aînés, il faut considérer que pour les aînés, ça a été particulièrement difficile. Puis, je pense qu'il y a trois grands facteurs qu'on peut identifier. Premièrement, la place des relations familiales pour les aînés qui ne socialisent plus via le marché du travail, qui ne socialisent souvent plus autrement que par les contacts avec les amis et par les contacts avec la famille. Donc, une fois que le travail ne prend plus de place, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste les loisirs, puis il reste les relations. Ensuite, il y a les plus grandes difficultés technologiques ou les plus grandes difficultés d'adaptation, si vous voulez, aux modalités virtuelles chez certaines de ces personnes-là. Et l'autre élément, c'est le facteur temps, c'est la perception du temps, parce que beaucoup de gens me disaient, j'ai l'impression de me faire voler du temps. Et c'est comme si la perspective du temps qui reste est tellement précieux, le temps qui reste est tellement précieux que celui qu'on perd, en fait, il va pas mourir sans prendre sa revanche. Alors donc, il y avait une certaine détresse au regard du temps perdu. C'est vraiment intéressant, justement, prendre le temps de finalement réaliser que ça fait déjà 14 mois et on en a encore pour plusieurs mois. Malgré ses effets perturbateurs, la technologie a été aussi source de joie et de divertissement, tout en gardant un certain lien social avec nos collègues, nos amis, nos parents, nos grands-parents. Est-ce que cette pandémie aura-t-elle des répercussions durables sur la façon dont nous allons tisser des liens à l'avenir? Cette question-là est pour Dr. Groux et aussi Sarafina. Donc, commençons par vous, Sarafina. Donc oui, effectivement, les technologies nous ont quand même permis de garder un contact avec nos proches, de briser l'isolement aussi, puis en même temps de protéger les gens qui sont plus vulnérables que nous connaissons. Je pense que fondamentalement, c'est sûr que notre conception de la manière de tisser des liens
a quand même profondément changé et, en mon sens, ce changement-là semble plutôt durable qu'éphémère. Par exemple, on a collectivement développé une expertise avec les technologies numériques. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont moins habiles avec ces technologies-là, mais quand même, on les a beaucoup utilisées. Donc, lorsqu'on pense à la façon là qu'on veut maintenir nos liens, ça a quand même les technologies une place importante. Donc, je crois quand même que les technologies vont faire une partie intégrale de nos liens interpersonnels. Donc, on va quand même les intégrer, même si on est dans un contexte de déconfinement graduel. De votre côté, Dr. Groulx? Ben, je partage l'avis de Sarafina, c'est-à-dire que je pense qu'on en a vu tous les bienfaits, mais on les connaissait déjà. C'est-à-dire que les technologies nous permettent de rester en lien avec quelqu'un, par exemple, qui s'en va hors pays pendant 6 mois, et ça permet de rester en contact visuel avec un parent, un proche parent, par exemple, qui change de ville ou avec quelqu'un qui doit voyager pour le travail. Donc, c'est extrêmement précieux. Cela dit, l'être humain reste un être grégaire plus que solitaire, puis la technologie a quand même certaines limites et Sarafina a parlé un peu plus tôt de tous les aspects, ce que j'appelle les aspects paralinguistiques du langage, tous les aspects non-verbaux, les aspects gestuels auxquels on n'a pas accès. Mais il y a une autre chose dont il est important de parler, c'est la profondeur des contenus que l'on peut aborder quand on est en virtuel. Et vous observerez que de préparer un souper autour d'un îlot entre quelques amis quand on est en présence, c'est très différent dans les contenus qu'on aborde que le fait de préparer son souper devant un écran. Et il y a certaines études qui ont montré effectivement que quand on utilise des modalités virtuelles en éloignement, le lien se maintient adéquatement quand on arrive à garder une certaine intimité dans la relation et quand on arrive à aller au-delà des contenus plus superficiels ou plus en fait quand on arrive à garder donc un contact proximal. Comportements qui seront intéressants à analyser lors des prochains mois, lors des prochaines années aussi. Merci, mesdames. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Nous allons maintenant accueillir notre troisième intervenant pour nous aider à mieux comprendre la pratique clinique. J'ai le plaisir de vous présenter M. Jean-François Jaudoin. M. Jaudoin accompagne les personnes et les organisations depuis plus de 35 ans, titulaire d'un doctorat en intelligence artificielle de l'Université Paris-Sud et de certificat en accompagnement professionnel. Il s'est d'abord concentré sur les changements organisationnels et professionnels. Progressivement, sa passion pour les personnes l'a amené à s'intéresser plus particulièrement aux relations humaines. Il a d'ailleurs complété un doctorat en psychologie clinique dans le laboratoire d'études de la santé sexuelle de l'Université de Montréal sous la supervision de la docteure Sophie Bergeron, où M. Jaudoin s'est spécialisé dans le désir et le comportement sexuel des couples. Membre de l'Ordre des psychologues du Québec, il propose à Montréal de la psychothérapie individuelle, relationnelle et de groupe. Ces domaines de spécialisation clinique comprennent les difficultés relationnelles, les problèmes sexuels, le stress et l'anxiété. Monsieur Jaudoin, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui et bonjour à tout le monde. Monsieur Jaudoin, les confinements, le couvre-feu, la fermeture de lieux de socialisation agitent la vie amoureuse et sexuelle des couples et plombent celle des célibataires. Selon votre expérience clinique, quel type de problématiques sont omniprésentes aujourd'hui et sont-elles similaires ou différentes de celles qu'on voyait avant la pandémie? Merci pour cette question. Alors d'abord, j'aimerais dire à quel point je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant par le Dr. Groulx et par Sarafina. J'ai vraiment l'impression que ce qu'on vit en ce moment, bien sûr, il y a des contraintes de confinement qui sont spécifiques et qui ont produit des situations inhabituelles, mais que dans l'ensemble, ce qu'on ressent, c'est comme si COVID avait fait un coup de projecteur à la fois sur nos forces et sur nos faiblesses. Pour moi, chaque personne que j'ai accompagnée avait sa propre histoire de COVID. Pour ceux qui vivaient seuls, il y a eu beaucoup de solitude, bien sûr, puis une vraie difficulté à maintenir des relations satisfaisantes à distance. Puis,
Pour ceux qui étaient notamment célibataires, beaucoup ont eu à faire le choix entre vivre cette solitude ou d'aller jusqu'à briser des règles sanitaires, puis de se rencontrer en cachette pour avoir ce contact dont ils sentaient le besoin. Chez des personnes polyamoureuses, par exemple, certains ont eu à mettre de la priorité sur une seule relation et du coup sentir que les autres relations étaient mises en difficulté. Il y a eu des personnes qui vivaient des relations difficiles en couple, mais qui hésitaient à rompre avec leur conjoint parce qu'ils avaient peur de se sentir seuls ou parce que la séparation paraissait vraiment trop compliquée. Ou bien, au contraire, il y a des personnes qui se sont séparées puis qui ont vécu tout le difficile de se construire une vie indépendante durant cette période de COVID. Donc, plein d'histoires différentes, toutes différentes. Okay. J'entends que le temps va peut-être passer rapidement. Donc, je vais aller rapidement, mais il me semble aussi que dans ce que je revivais avec les couples, il y avait beaucoup autour de la contrainte de vivre ensemble 24/7 qui mettait en lumière des tensions qu'il y avait déjà dans les couples, qui mettaient sous stress les couples et qui montraient là où il y avait des faiblesses dans la communication, dans la façon de s'organiser. Surtout que beaucoup si on peut parler de stratégies, des stratégies compensatoires, être capable d'avoir des contacts satisfaisants à l'extérieur du couple, être capable de se construire un temps à l'extérieur du couple, devenait très difficile vu les contraintes. On parle beaucoup des difficultés, mais d'un autre côté, est-ce que la pandémie a eu des effets bénéfiques sur certaines relations? C'est sûr. Je pense notamment à des recherches qui ont été faites à la fois aux États-Unis et même au Canada, où on montrait qu'il y avait quand même une certaine proportion de personnes, soit qui rapportaient que leur sexualité, par exemple, s'était améliorée. Dans une étude, je pense une étude qui avait été faite auprès de 1600 adultes aux États-Unis, il y avait environ 14% de la population, c'est quand même une personne sur 6, qui disait que leur sexualité s'était améliorée. Il y a eu des personnes qui ont aimé le changement de rythme, l'absence de transport, par exemple, ou la vie intime un petit peu plus intense et la possibilité de se retrouver en couple alors que leur vie de tous les jours rendait ça difficile avant la pandémie. Il y a un aspect pour moi qui reste particulièrement important dans le positif de ça. Certains ont trouvé utile dans tout ce changement-là la possibilité de revoir et même de commencer à changer leurs habitudes de vie d'avant et d'essayer du nouveau. Et là, je rejoins un peu ce que disait le Dr. Groulx dans ses réponses précédentes. Justement, je vais revenir sur les séparations, les personnes qui hésitaient à se séparer là, à travers la pandémie. Selon des récentes données, les demandes de séparation au Québec ont doublé depuis le début de la crise de la COVID-19, particulièrement chez les jeunes couples et les parents d'enfants en bas âge. Monsieur Jaudoin, quels sont vos conseils pour protéger son couple ou ses relations amicales en temps de pandémie? Ça, c'est une question. C'est déjà suffisamment difficile de protéger ses relations quand on est en temps normal, alors en pandémie. Alors, c'est vrai, hein, bien sûr, tous les couples que j'ai rencontrés, mais la plupart des couples, le stress de la pandémie, la proximité forcée 24/7, tout ça, ça a été extrêmement difficile à vivre. Et les couples que j'ai accompagnés en particulier, j'avais constaté qu'ils disaient vivre des conflits qui étaient plus fréquents et plus intenses. Et le peu de recherches que j'ai pu lire récents donnent un peu les mêmes sons de cloche. Je pense notamment à une étude qui avait été faite sur 1500 étudiants canadiens, où 17%, par exemple, rapportaient que la pandémie avait contribué à leur rupture. Et pour moi, vraiment, la pandémie, ça faisait à la fois trop proche et trop loin, trop proche de notre couple et trop loin des personnes qui auraient pu être des appuis dans la difficulté de couple. Et du coup, paradoxalement, pour beaucoup de couples que j'ai accompagnés, le premier besoin, c'était d'aider chaque personne à mieux s'occuper de soi-même. Comment s'organiser pour trouver du temps pour soi?
comment ne pas se sentir, et là je répète un peu ce que j'ai entendu, hein, dépassé par les événements ou d'étouffer ou de pas avoir la possibilité de s'exprimer. Oui. Justement, on parlait de déséquilibre émotionnel là, avec Dr. Groux et Sarafina un peu plus tôt. Une fois sortis de cette crise, comment envisagez-vous l'avenir de nos relations amoureuses et interpersonnelles et comment la population pourra retrouver cet équilibre? Alors, bon, c'est toujours difficile de regarder dans une boule de cristal. Mm-hmm. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que la pandémie, ça a été comme un accélérateur des tendances qui existaient avant. Un coup de projecteur sur les couples, mais un accélérateur de tendances aussi. Alors, comme le disait Sarafina, on a des technologies qui existaient avant, puis on en a pris une certaine maîtrise. Je veux dire, les 5 à 7 Zoom, beaucoup de technologies sexuelles qui existaient avant. Je pense non seulement au sexting, mais aussi aux jouets sexuels télécommandés, etc., qui existaient avant, mais dont l'utilisation a beaucoup augmenté. Ça risque de rester parmi nous. Mais ça serait vraiment étonnant si nos comportements d'amour étaient profondément modifiés par cette année de pandémie. Puis, je veux dire, on a l'exemple de l'épidémie du sida dans les années 80 et 90, où on se disait, on sortait de cette crise-là, si nos relations allaient changer en sortie. Et c'est vrai que le HIV a beaucoup changé dans nos habitudes, par exemple dans l'utilisation des condoms, mais on continue à se rencontrer, à faire l'amour, à créer des relations intimes durables. Et ça me surprendrait que ce ne soit pas la même chose dans l'après-pandémie. Justement, on va parler de rencontres en ligne. Je vais me tourner vers Sarafina. Sarafina, de votre côté, comment envisagez-vous l'avenir des rencontres en ligne une fois la pandémie passée? C'est une bonne question. Ben, je pense que on a vu quand même une certaine augmentation dans l'utilisation de ces applications de rencontres-là. Je pense pas que ça va changer. Peut-être qu'on va voir une utilisation moins assidue de ces technologies-là, mais c'est quand même des technologies qui étaient accessibles avant la pandémie. Avec la pandémie, ça a augmenté. Puis après la pandémie, je crois tout de même que ces applications-là vont quand même faire une partie intégrale dans la façon que les personnes vont développer des relations avec autrui, surtout chez les jeunes adultes où on voit que statistiquement, c'est beaucoup plus ceux-ci qui vont utiliser ces technologies-là ou ces applications de rencontres. Avant de passer à la période de questions du public, désormais vers Dr. Groux pour une dernière question. Ébranlé par la pandémie, vous en avez parlé un peu plus tôt, notre vie sociale a été durement bousculée et certains ont vu disparaître bon nombre de relations. Cette crise a également été pour certains source de conflits familiaux ou de tensions au sein de leur cercle d'amis ou même de leurs collègues de travail. Dr. Groux, comment pouvons-nous réparer ces relations brisées et surtout par où commencer? C'est important de parler du processus de réparation parce que effectivement, il y a eu des bris de relations pendant la pandémie, il y a eu des distanciations, il y a eu des peines d'amitié, il y a eu des peines familiales, outre les peines d'amour aussi. Et c'était encore là, je pense qu'il faut prendre un recul et comprendre qu'on a tous vécu une surcharge émotionnelle à un moment où nos mécanismes cérébraux pour être capables de tempérer les émotions étaient moins efficaces. Parce que notre fatigue faisait en sorte que la capacité de recul, la capacité d'analyse, la capacité d'ouverture à l'autre était moindre. Et ça fait en sorte que beaucoup de gens se sont radicalisés un peu dans leur position. Ça a engendré des bris de communication et ça a fait en sorte que le danger, c'est devenu l'autre, que l'enfer, c'est devenu l'autre et non plus le virus. Et donc, il va falloir faire un pas de recul par rapport aux relations qui se sont peut-être effritées, qui se sont peut-être brisées. Peut-être que ça a permis de réfléchir à la qualité de nos relations aussi pour certains, mais quand des relations sont perdues et nous manquent, il faut regarder ça en perspective et il va falloir à un moment donné prendre du recul par rapport à ça et tenter de tendre la main, tenter de recommuniquer, tenter de rétablir les ponts. Faut pas penser que ça s'est brisé nécessairement définitivement, mais comme c'est toujours, on règle jamais un conflit interpersonnel quand la charge émotive est élevée. On attend que la poussière retombe et par la suite,
on essaie d'instaurer un processus de réparation. Vraiment de très bons conseils. Merci à vous trois. Pendant que nos invités se préparent à répondre à vos questions, je vous rappelle que vous pouvez les acheminer via le bouton Q&R situé au bas de votre écran. Nous tenterons de répondre à un maximum de questions au cours des prochaines minutes. Donc, maintenant que nos trois invités sont à l'écran, je vais commencer avec la première question qui nous vient d'une personne anonyme qui nous dit d'avoir écouté une émission de radio qui soulignait, selon Kant, que nous sommes des êtres qui cherchent un équilibre entre le social et l'asocial, voire l'antisocial. Est-ce possible que la pandémie ait pu avoir un côté positif, soit que cela nous a permis d'être moins grégaires et donc de se recentrer individuellement? Je ne sais pas qui veut tenter une première réponse. Je peux peut-être essayer de me lancer parce que c'est drôle, ce matin, on me posait la question. Il y a certaines personnes qui, par rapport aux mesures de déconfinement, ont même le vertige. Hein? C'est-à-dire que ce que je dirais, c'est que même si on n'est pas des êtres solitaires, trop, c'est comme passé. Et je pense que la pandémie a permis justement un certain retrait du trop, de la surstimulation, de la sursocialisation et sans culpabilité parce que quand tu as des mesures qui sont imposées par l'extérieur, tu peux pas te sentir mal ou coupable de ne pas en faire assez ou de ne pas avoir assez de contact social. Mais effectivement, trop, c'est comme passé. Et quand on a trop de stimulation, on a aussi besoin d'un répit puis d'un refuge. Et c'est ça qui a été difficile. Monsieur Jourdouin l'exprimait pendant la pandémie. C'est-à-dire que quand les gens n'avaient pas leur bulle de tranquillité parce qu'ils étaient toujours tout le temps ensemble, c'était trop. La socialisation, c'est un peu la même chose. Monsieur Jourdouin, est-ce que vous voulez compléter? Je vais certainement faire du pouce là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec l'idée que cette pandémie, pour certains, a été l'occasion de passer du trop à, je dirais même presque du pas assez, et de faire la dose entre les deux. Pour d'autres, ça a été exactement l'opposé, parce qu'on s'est retrouvé comme dans une cocotte minute, avec la famille, les enfants, le travail, tout ça. Et dans ce cas-là, on est passé d'un équilibre à un trop. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on était brinque-ballé dans cet équilibre qu'on avait établi avant. Alors, est-ce que Kant serait d'accord qu'on serait dans un autre état? Je ne sais pas. On a justement une question de Perpétue qui pose la question suivante. Peut-on dire que les personnalités introverties se sont mieux adaptées au confinement et aux relations virtuelles que les personnalités extraverties? Je ne sais pas personnellement si on peut diviser les gens en deux. Parce que même chez les introvertis, en fait, la qualité des relations peut être extrêmement déterminante, puis le manque peut aussi se faire sentir. Mais il y a 3 éléments, à mon avis, qui sont très déterminants dans la façon dont on a vécu la pandémie, parce qu'on l'a tous vécu, mais on n'a pas tous vécu de la même façon. Le premier élément, c'est la réserve psychique et les ressources qu'on avait pour y faire face. Alors ça, c'est un peu l'équipement puis l'entraînement de départ qu'on a pour courir un marathon, si vous voulez. Le deuxième élément, c'est le contexte dans lequel on l'a vécu et le soutien psychosocial qu'on avait malgré la distance. Donc, est-ce qu'on était, par exemple, dans un contexte confortable avec un terrain sur lequel on pouvait sortir ou on était plusieurs personnes confinées dans un endroit exigu avec des tensions? Et le troisième, c'est le vécu et les pertes et les gains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu du plus, il y a des gens qui ont vécu d'énormes pertes. Qu'elles soient économiques, au niveau de l'emploi, financière, des pertes humaines, des pertes au niveau de la santé. Et ça, ce sont 3 variables qui influencent grandement le vécu et le sortir de la pandémie. M. Jourdouin, est-ce que vous voulez poursuivre? Mais encore une fois, je suis d'accord. Je suis en train d'essayer de m'imaginer l'introverti dans la cocotte minute de la famille dont on vient de parler, ou l'extraverti dans un isolement célibataire seul. Je pense que chaque personne a son histoire de COVID. Nous avons une autre question, cette fois-ci de la part de Stavroup. Que dire? On a parlé de certaines tranches d'âge ou tranches de la population un peu plus tôt, mais que dire pour les populations plus vulnérables face à l'isolement social? Est-ce que les personnes ayant un handicap issus des groupes linguistiques ou ethniques minoritaires ont été plus susceptibles
à l'isolement social durant la pandémie et quelles recommandations sont proposées? Malheureusement, les gens qui sont vulnérables dans des périodes de crise le deviennent encore plus. C'est-à-dire que, puis si on parle par exemple des gens qui avaient des problèmes de santé, que ce soit physique ou mental, ou encore des gens qui étaient déjà très isolés, des gens qui avaient moins de capacité d'être en rapport avec les institutions, de comprendre l'information, de départager la bonne information de la mauvaise information, les gens qui étaient déjà isolés socialement et qui n'étaient pas en lien avec un soutien psychosocial. Ce sont tous des facteurs qui ont pu aggraver des conditions de vulnérabilité préexistantes. Et c'est sûr que je pense que comme société, il faut toujours se pencher sur les phénomènes de vulnérabilité ne serait-ce que la pauvreté, l'isolement, qui sont des facteurs qui sont aussi en lien avec la santé mentale parce que malheureusement, je vous dirais, les crises, qu'elles soient sanitaires ou autres, ont toujours tendance à affecter davantage les gens qui sont déjà vulnérables et qui s'expriment pourtant beaucoup moins. Merci pour cette réponse. On a une question maintenant pour Sarafina. Avez-vous des conseils pour favoriser l'intimité dans nos relations humaines virtuelles? C'est une bonne question. Je pense que ce qu'on retrouve dans la littérature, puis qui est aussi une critique là, des applications de rencontres notamment, c'est que on a comme plusieurs choix, alors qu'en vrai, par exemple, on va rencontrer un individu, puis on va avoir vraiment une seule personne à qui considérer. Donc, je pense que lorsqu'on entretient des relations virtuelles, que ce soit à travers les médias sociaux ou que ce soit à travers les applications de rencontres, c'est de vraiment s'assurer de trouver quelqu'un avec qui on a des intérêts communs, pas nécessairement être similaire en tout point là, avec l'individu, mais de trouver quelqu'un avec qui on a des intérêts, puis de vraiment s'assurer là, de maintenir ces relations-là, parce que l'avantage avec le numérique, bien que oui, c'est sûr qu'il y a des inconvénients, c'est que on peut connecter avec des personnes là, de diverses strates socio-économiques. On peut parler à quelqu'un qui vit, par exemple, dans la ville de Québec alors qu'on est à Montréal. Donc, vraiment, de se trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien, puis de vraiment s'assurer là, de soutenir ces relations virtuelles, un peu comme on le fait en vrai aussi. Génial. On a une autre question d'Isabelle qui demande, est-ce possible d'élaborer davantage sur les conseils pour préserver les relations de couple, particulièrement des parents de jeunes enfants en contexte de pandémie? Donc, je ne sais pas si M. Jaudoin souhaite débuter. Oui, je veux bien. C'est drôle, hein? Beaucoup du travail que j'ai fait avec les couples, c'était du travail bassement logistique, où on était en train d'essayer d'organiser le quotidien, heure par heure des fois. Et une des choses qui passe souvent à la trappe, c'est le temps qu'on se donne comme couple. Pas en famille, pas au travail, mais le temps qu'on se donne comme couple. Et souvent, ce temps-là, il est caractérisé par une absence d'obligation. On se retrouve pour être ensemble, on se retrouve pour se dire des fois des choses vraies, des fois des choses qui sont pas super agréables à entendre, mais pour se dire des choses. Des fois, on se retrouve pour se câliner, des fois, on se retrouve, mais on se retrouve. Et dans je vais dire la majorité, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais dans la majorité du moins des couples que j'ai suivis, là où ça pêchait le plus et le plus vite, après le temps pour moi, c'était le temps pour nous. Il y a un deuxième petit crochet à ça, c'est que plus on est ensemble, plus on se rend compte qu'on n'est pas, alors là je viens un petit peu faire du pouce sur ce que disait Sarafina, on n'est pas pareil. On pense pas pareil, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas nécessairement les mêmes opinions. Donc de vivre ensemble et d'être intime ensemble, ça veut aussi dire d'accepter la différence de l'autre. Et donc, on a un espèce de travail en deux temps, de se donner plus de temps ensemble et d'accepter que l'autre, c'est une autre personne à part entière. C'est un bon point. Dr. Groux, je ne sais pas si vous souhaitez compléter. Je ne ferai qu'ajouter une phrase, c'est-à-dire qu'à ça, j'ajouterais que il faut dans un couple arrêter de penser que l'autre a été mis sur cette terre pour combler mon propre bonheur. Donc, et ça, c'est justement toute la perspective de l'autre est différente et il est lui et non pas moi.
Justement, on a une question d'Hélène qui se pose, est-ce normal de ne pas avoir envie de renouer avec certains amis dans le sens où la pandémie nous a fait réaliser qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une relation véritable? Docteur Groux? Ouais, la réponse, c'est oui, parce que je pense que pour plusieurs personnes, la pandémie a été un moment de recul et de réflexion, de remise en question, de prise de conscience, comme je disais un petit peu plus tôt, de qui sont les gens qui comptent pour nous, qui sont les gens qui nous manquent réellement et pour qui on compte réellement. Et je pense ça a permis peut-être à certaines personnes de dire, ben, il y a peut-être des relations qui étaient plus superficielles, des relations qui comptaient davantage. Alors, cette remise en question-là est tout à fait légitime. Peut-être une sous-question à ça. Diane qui se pose, qui nous dit, tout en voulant réparer les relations, est-ce possible qu'on réalise que certaines personnes qu'on croyait amies ont des valeurs qui nous bousculent par un individualisme versus un choix social? Donc, on fait cette sélection-là aussi de ce côté-là. Moi, je dirais qu'il faut avoir la même capacité avec nos amis que celle qu'on a dans le couple, c'est-à-dire que il faut reconnaître la différence, il faut reconnaître l'altérité. On peut être ami avec des gens quand on a des intérêts communs, puis quand on a une confiance, quand on a du plaisir à se voir ensemble, mais cela dit, ça ne veut pas dire qu'on pense nécessairement toujours de la même façon sur tout. Et quand on n'est pas en période de stress, justement, chronique, on est capable d'avoir cet espace-là sans nécessairement perdre nos amitiés. Mais il faut quand même reconnaître la différence et c'est normal qu'on ne pense pas tous de la même façon. Monsieur Jourdouin, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, peut-être une phrase de plus là-dessus qui est si dans le sous-texte de cette question, on est en train de parler de personnes qui ont des valeurs très, très différentes de soi, même là, c'est très intéressant d'être en contact, d'être en relation avec des personnes qui pensent entièrement différemment de nous. Je pense que en ce moment, on a tendance à plutôt réduire les différences entre nous tous. Et je trouve ça dommage de ne pas être continuellement confronté quelque part avec des idées, des points de vue, des valeurs entièrement opposées aux nôtres. Mm-hmm. Et nous sommes déjà à notre dernière question du public, donc ce serait peut-être une question pour tous les trois. Quelles leçons avons-nous apprises des impacts de la pandémie sur les relations interpersonnelles ou amoureuses qui changeraient si une prochaine pandémie aurait lieu et que certaines mesures devraient changer selon vous? J'allais dire que ça recoupe peut-être un point que je voulais aborder, c'est essentiellement que la pandémie nous a appris à avoir, pour certains, une certaine empathie aussi envers les autres, puis de respecter les limites individuelles. Si on pense qu'actuellement, on est dans une période de réouverture graduelle, c'est sûr qu'on n'a pas tous vécu la pandémie de façon similaire. Donc, pour certains, il y a moins d'anxiété là, envers le fait de reprendre contact, de se revoir en petits groupes. Puis pour d'autres, ça va être beaucoup plus anxiogène. Donc, je pense que pour certains, on commence à réfléchir à comment on peut aussi respecter les limites de chacun. Puis je pense que c'est quelque chose là que cette pandémie nous a appris, que aussi on peut porter avec nous s'il y a une autre pandémie, bien qu'on le souhaite pas, mais c'est certain que c'est ça que les études disent, qu'on va forcément en revivre d'autres pandémies. Docteur Groux? À deux choses. D'abord, les rapports, puis l'état psychique des gens ne se rétablit jamais aussi rapidement que le virus peut disparaître. Donc, ça prend un peu plus de temps à se reconditionner. Mais c'est très difficile de penser la crise pendant qu'on est dans la crise. Et je pense qu'il y aura une opportunité de repenser l'espace puis le facteur de protection que sont les rapports humains dans un contexte de pandémie, parce qu'on a entendu beaucoup là que s'opposait la santé physique versus la santé mentale et on faisait le test de la balance, mais encore là, on aura un espace de réflexion à faire, peut-être pour se préparer à la prochaine et pour voir
pour apprendre, en fait, du passé, pour apprendre de l'expérience, puis pour se questionner à savoir, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement au niveau de la proximité humaine, justement. M. Jourdouin. Oui, complètement. Et je pense en particulier à ces moments profondément regrettables où plusieurs personnes, je pense à nos aînés, mais aussi des célibataires, ont été plongés dans une solitude prolongée. Et il y a quelque chose d'inacceptable là-dedans. Donc, pour moi, il y a véritablement à revoir comment on fait ça. On pourra regarder un œil attentif là-dessus. Dr. Groux, Sarafina et M. Jourdouin, le temps file. Nous devons malheureusement conclure notre discussion d'aujourd'hui. Je vous laisse la chance de partager un mot de la fin avec nos participants qui sont actuellement en ligne. M. Jourdouin, commençons par vous. Rapidement alors, pour moi, c'est qu'on n'est pas encore sorti du tunnel, mais même si on en voit le bout. Puis, la pandémie, pour moi, ça a été comme un coup de projecteur sur nos faiblesses, autant que sur nos forces. Ça serait vraiment dommage qu'on n'en apprenne pas les leçons. Donc, si j'avais un souhait pour nous tous, ça serait de pouvoir dépasser le difficile de ce qu'on a vécu, d'y trouver un sens, puis de s'en servir pour mieux vivre ensemble. Et pour la reprise, je suis convaincu qu'il est très, très important pour nous de faire attention à nous et aux autres, particulièrement dans ces prochains mois, parce que ce qu'on a vécu individuellement et collectivement, c'est énorme et que beaucoup d'entre nous se sentent usés et fatigués ou brinque-ballés. Et si j'ai une crainte, ça serait que notre tendance, ça serait de repartir comme avant, plein feu, dès que ça commence à s'ouvrir, et ça serait dommage. Donc, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bienveillance. De la bienveillance, puis un remerciement à tout le monde d'avoir été présent. Merci à vous, M. Jourdouin. Sarafina, votre mot de la fin? Oui, je pense que moi aussi, j'aime me lancer dans la bienveillance aussi. Je dirais que mon souhait, ce serait que tout le monde s'assure dans le meilleur du possible de nourrir leurs besoins d'affiliation, puis de s'assurer d'avoir un soutien social, parce que la pandémie, c'est vraiment quelque chose qui a effrité un peu notre support social, de se créer un sentiment de communauté, que ça soit en face à face, en respectant les mesures sanitaires ou en tissant des liens en ligne. Merci beaucoup, Sarafina. Dr. Groux, votre mot de la fin? Je ne peux que renchérir. Moi, je vais inviter les gens à la plus grande bienveillance envers les autres et envers eux-mêmes aussi. Et je dirais que, écoutez, Carl Gustav Jung, qui est un éminent personnage de la psychologie, a dit que les crises et les bouleversements sont des indicateurs pour rectifier nos trajectoires, pour explorer de nouvelles avenues, pour expérimenter d'autres chemins. Alors, si je voulais conclure sur une note positive, ce que je dirais, c'est que la pandémie nous aura au moins permis, j'espère, d'apprendre sur nous, mais aussi d'explorer des chemins qu'on n'aurait jamais empruntés si on n'avait pas eu cette pandémie-là, qu'on n'aurait jamais fréquenté. Ça nous aura permis de faire des nouveaux apprentissages. Ça nous aura permis aussi de remettre certaines choses en question, de réfléchir à l'essentiel, au sens de la vie, mais surtout à nous démontrer notre capacité de résilience puis d'adaptation. Et ça nous a révélé des forces qu'on ne soupçonnait pas et ça va nous permettre dans les prochaines crises, de relativiser les choses à l'avenir, je l'espère. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Merci beaucoup à tous les trois pour votre générosité et votre participation à cette conférence. Ce fut un réel bonheur d'échanger avec vous trois aujourd'hui. Membres du public, merci d'avoir été aussi nombreux avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la conférence autant que moi et nos invités aujourd'hui. À l'instant, dans la section clavardage, on vous partage un lien vers un court sondage qui, je vous invite à prendre 1 minute pour y répondre, puisque votre opinion est importante et nous permet de vous offrir du contenu qui vous intéresse. Si vous avez apprécié la conférence d'aujourd'hui, vous ne voudrez pas manquer la prochaine conférence qui est dès demain à 17h30 en collaboration avec l'École de santé publique de l'Université de Montréal et qui a pour titre une carrière au sein du système militaire en soins de santé au service de la santé des populations. Vous trouverez tous les détails et toute notre programmation sur le site web du Réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal au réseau.umontréal.ca, un lien que l'on vous partage dans le fil de discussion. Merci à notre partenaire d'affinité TD Assurance qui nous aide à soutenir les activités du réseau
Et en terminant, un merci spécial à ma collègue et complice Amira Emrad pour l'organisation de ce rendez-vous virtuel, à notre collègue Karine Plouffe qui s'est occupée du fil de discussion, ainsi qu'à Vincent Martin, Nicolas Laurent et toute l'équipe du groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal, sans qui il aurait été impossible de présenter l'événement virtuel d'aujourd'hui. Au nom du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal, merci beaucoup de votre participation et au plaisir de vous revoir cet automne pour d'autres conférences avec des diplômés de la Faculté des arts et des sciences. Bonne journée.